Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu, on fera un petit tour d'actu, une petite revue d'actualité avec justement nos observateurs, nos jeunes observateurs du mardi, ce sera après la coupure pub, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le 31 mai 2022 et demain nous aurons droit à la traditionnelle révision du prix des produits pétroliers et vous n'allez pas être content du tout puisque les prix effectivement repartent à la hausse. Le sans-plomb passe donc à 1,94 €. Le diesel lui vous coûtera 1,81 € et notez effectivement que là on vous donne les prix où la baisse de 15 centimes est déjà enregistrée, sinon effectivement le litre de sans-plomb vous aurait coûté pour le mois de juin 2,09 € et le diesel 1,96 € le litre. C'est énorme, en tout cas on a franchi la barre des 2 € ici en Guadeloupe. La situation ne risque pas de s'arranger puisqu'au niveau géopolitique international ça se complique, donc je pense qu'ils vont continuer à pousser le bouchon. Et effectivement, la bouteille de gaz, elle coûte désormais 25,59 € contre 26,51 €, soit une baisse de 92 centimes. Le gaz, lui, par contre, il est sérieusement parti à la baisse. Et retour sur la dernière plénière du Conseil régional. La collectivité se réjouit du bon taux d'utilisation des fonds européens, mais attend plus de dépôts de dossiers d'entreprise. On fait le point avec Harry Chalus. Nous sommes vraiment très satisfaits de voir qu'aujourd'hui, sur les principaux fonds, notamment le FEDER, le FEADER, le FSE, nous avons un taux de programmation vraiment très important, surtout sur le FEDER, qui est de 84%. De 84% actuellement, sur le FSE de plus de 104% et de plus de 60% sur le FEADER, plus de 4000 dossiers. Donc aujourd'hui, il nous reste sur le FSE peut-être 45 millions à justifier et 25 millions sur le FEADER. Ce qui est important pour nous, ce sont les entreprises qui doivent justifier un peu les aides, les prêts que nous avons faits. Mais aujourd'hui, je suis vraiment satisfait. Nous avons entendu les trois responsables de l'Union européenne qui sont là pour dire que effectivement la Guadeloupe consomme très bien et au même taux que le niveau national. La mise en œuvre du programme 2014-2020 avance très bien. On s'approche maintenant de la finalisation de cette période. Et c'est une période très chargée et très importante parce qu'il reste quand même encore des grands volumes de fonds européens qui doivent être encore mis en œuvre. C'est normal, c'est toujours pareil vers la fin d'une période de programmation et je suis très très contente de voir le degré de travail, de sérieuxité, les efforts entrepris par les autorités, l'autorité régionale et les partenaires pour bien terminer cette période de programmation. Nous aurions aimé avoir plus de dossiers en Guadeloupe de la part des entreprises, en général. Mais comme je le dis, oui, pour l'instant, nous sommes très bien. Depuis que je suis président de région, nous n'avons jamais eu de dégagement d'office. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, sur deux fonds, notamment le FSE et sur le FEADER, c'est 45 et 25 millions qui restent à justifier sur des taux de programmation de 104, de 84% et de plus de 60%. Donc oui, nous sommes bien là-dessus. Mais comme je l'ai demandé, il faudrait qu'on explique plus aux entreprises et aux Guadeloupéens ce que c'est les fonds européens, comment les utiliser, comment faire la demande et comment tout de suite justifier. Ce qui est important pour nous, ce sont les retours. Nous sommes autorité de gestion. Nous prêtons, nous accompagnons. Mais il faudrait que les entreprises aussi puissent rapidement faire des travaux, consommer et nous transmettre les factures pour justifier à l'Union européenne que ça a été bien utilisé. Oui, je suis confiante que la région va réussir à mettre en œuvre et à consommer tous ces fonds. Je sais aussi, comme j'avais dit ce matin, qu'il y a beaucoup de besoins encore. Les fonds européens sont vraiment nécessaires
pour un développement économique ou de l'économie, un développement social ici dans la région. Demain, on va visiter quelques projets. J'ai eu déjà le plaisir de voir quelques-uns hier. Et dans les discussions avec les bénéficiaires, tout ce qu'on entend, c'est toujours que l'Europe est bienvenue, le soutien de l'Europe est toujours bienvenu et nécessaire. La collectivité départementale, elle, accompagnera le financement d'infrastructures nouvelles à la Riviera du Levant. Un accompagnement qui s'étend à la culture, le sport et le social. Le reportage. Beaucoup de projets ont été présentés dans le domaine de la culture, du sport, de la proximité, du social et du développement en termes d'aménagement du territoire. Le département s'est engagé sur ces différents projets. Il y a, je crois, 2 ou 3 projets qui vont nécessiter des financements beaucoup plus importants, mais qui entrent dans la stratégie de ce que nous souhaitons, renforcer les liens et la proximité et marquer aussi sur un plan identitaire et culturel. Donc là aussi, nous nous sommes donné 2-3 mois pour faire le point avec nos services financiers, mais il y aura également un accompagnement réel du département. Et c'est avec un grand plaisir de voir que tous ces projets en quasi-totalité ont été validés. Ça veut dire qu'il va y avoir de grands chantiers à Gosier et sur la Riviera du Levant, qu'on va avoir des améliorations dans la vie quotidienne, notamment les routes, l'éclairage public et bien sûr dans le développement culturel, sportif et économique. Nous avons le gymnase Rudy Gobert qui va sortir en 2024. Vous avez le guichet unique de Pliane, qui est aussi un projet très intéressant pour la population de la Carle. Un grand complexe de tennis qui va accueillir un ATP 250 à Bas-du-Fort. Ça aussi très attendu. Nous continuons avec le jardin de Kervino à Beaumanoir, ce jardin potager partagé qui est vraiment un projet de développement durable, écologique. Il y a une synergie qui peut se mettre en place comme le projet jardin potager partagé, alors que nous mettons en place des jardins créoles dans la totalité des collèges. Et là aussi, c'est sans hésitation que nous allons soutenir ce projet. Il y a des projets tels que le guichet unique. On sait très bien qu'il faut rationaliser, qu'il faut mieux coordonner. Par exemple, pour un projet comme le gymnase Rudy Gobert, c'est environ 1,5 million du département. Pour le guichet unique, c'est 1,2 million. Donc on voyait bien que plus le projet il est important financièrement, plus le département suit. Il ne s'agit pas de définir un montant, mais comme vous avez pu voir, sur 95% donc des projets, nous sommes présents. Pour certains que nous avons déjà annoncé les montants, les sommes, la contribution, et pour d'autres, comme j'ai eu l'occasion de dire, d'ici le 30 septembre, on connaîtra quelle est notre programmation. Un reportage signé Stanley Manicor. Et on parle santé maintenant et de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, cognitives, visuelles, urinaires, intestinales et sensitives. À long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. Et si le traitement actuel permet de réduire les poussées et améliore la qualité de vie des patients, ils ont le plus souvent une efficacité insuffisante pour empêcher la progression du handicap sur le moyen terme. Une maladie extrêmement contraignante abordée lors d'une conférence à la Creole Beach. On se rend tout de suite. Alors la sclérose en plaques, parce que c'est une pathologie trop peu connue, et donc on a décidé effectivement avec l'aide du docteur Méchard de dédier en fait cette journée de la sclérose en plaques, donc un échange effectivement avec plusieurs professionnels de santé et aussi avec une association qui aide en fait les personnes atteintes de cette pathologie, de cette maladie. Et donc cette soirée, effectivement, on va pouvoir échanger, pouvoir apporter peut-être des solutions aussi à la prise en charge des patients en Guadeloupe au niveau de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est peu fréquente, donc en fait ils sont informés quand ils sont confrontés en fait à la pathologie. Et donc, le but de tout ça, c'est justement d'entourer ces patients et les journées mondiales de la sclérose en plaques, du Parkinson, sont pour nous l'occasion d'entourer les patients, de travailler sur la pathologie.
En fait, la sclérose en plaques, depuis 2008, c'est le combat de l'association. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la sclérose en plaques est un peu mieux connue en Guadeloupe, mais il y a encore un gros travail à faire. Donc c'est un peu pour cela qu'on est là ce soir. Et je dirais que aujourd'hui, les choses sont faites pour que quelqu'un se sente mieux en ayant la CEP, mais il y a encore des choses à faire. J'ai fait un corps avec la maladie, parce que c'est une maladie qui est inconstante, qui est instable et qu'il y a des crises à n'importe quel moment. Donc, on est obligé de s'adapter. Sinon, on ne vit plus, quoi, parce que les douleurs apparaissent, disparaissent, reviennent à n'importe quel moment de façon inattendue, surprenante. Et des fois, c'est des douleurs qu'on ne s'y attend pas. Et puis, tout d'un coup, je te parle là, par exemple, et puis je ressens un coup de poing dans les côtes, je sens une douleur dans les jambes commencent à me brûler, je reçois un coup d'épingle dans l'œil, des trucs comme ça, parce que comme c'est une maladie, c'est les nerfs, et le corps est parcouru de nerfs, donc à partir de là, c'est des souffrances, des douleurs à n'importe quel moment. Tu m'en vois bien là maintenant en train de te parler, il suffit d'un instant, je peux me retrouver à terre, je peux me perdre l'équilibre, des trucs comme ça. C'est ça ma maladie, c'est ça notre maladie. Et j'espère que les docteurs qui sont présents vont nous apporter quelques solutions, parce que c'est des fois intenable. Il y a énormément de thérapeutiques qui sont sorties ces dernières années. Quand j'ai commencé, on avait 2-3 molécules, et là maintenant, on a une dizaine de molécules à notre disposition. Donc la première phase du traitement, c'est quand le patient a un symptôme, on donne de fortes doses de corticoïdes. Donc ça s'appelle le traitement d'attaque. Et ensuite, on essaye d'éviter aux patients de refaire des symptômes en donnant un traitement d'entretien. Et là, on a plein de molécules à notre disposition actuellement, ce qui est génial. Et maintenant, je reçois Vanny Nem, ingénieure biomédicale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous participez aux rencontres de Serenity Island qui auront lieu le 4 juin prochain autour d'une thématique très intéressante, à savoir comment surmonter la douleur physique avec le mental. Exactement, donc je donnerai une conférence là-bas à 11h et on aura un stand présent cabinet Oya. Alors, très bien, mais nous, on veut quand même le croustillant de l'affaire, puisque tout le monde ne sera pas forcément présent à ce moment-là. Moi, on ne va pas vous faire tout dire, mais comment effectivement traiter des douleurs juste avec son cerveau ? Alors, il faut savoir, comme on en discutait tout à l'heure, l'esprit passe avant le corps physique. On a différents corps en nous. Et du coup, on est capable, à travers une pensée consciente, de démonter une information de douleur qui a été enregistrée par des neurotransmetteurs. Et donc, on peut défaire ce schéma-là et arrêter et bloquer la douleur. Donc, c'est un exercice qui demande un peu de patience et du temps, mais on a des résultats incroyables. D'accord, donc juste avec un peu de concentration, déjà, on peut se réparer. Avec un peu de concentration et un peu de silence. Du silence, pourquoi le silence ? Parce que la guérison aime le silence. Quand il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie qui sont dispatchées. Quand il y a du silence, elle a toute l'énergie à mettre à un seul endroit. C'est le même principe. Donc, disons que, par exemple, je me blesse, et si je me focalise donc sur la douleur, sur la blessure, je peux peut-être arriver... Alors, l'idée n'est pas de se focaliser sur la blessure, mais se focaliser sur toi. Donc, on va aller à l'intérieur de soi et demander au corps à ce qu'il y ait une guérison qui se fasse, à la fois sur une blessure qui peut être physique, donc on voit, mais ça peut être une blessure au niveau des organes, du foie, du rein, du pancréas. Mais c'est scientifique, c'est pas sur du ressenti, sur la perception. On est vraiment sur des études scientifiques et aussi de la physique quantique. Et jusqu'où on peut aller avec ces méthodes ? Alors on décide, c'est nous qui décidons jusqu'où on peut aller au niveau de la guérison. C'est vraiment un exercice qui demande de la répétition. Et du coup, à force de répétition, on peut augmenter différents niveaux. Donc on voit par exemple les moines bouddhistes qui par leur concentration peuvent supporter des douleurs, des températures aussi, des températures excessives. Donc en fait, en se régulant soi-même, on peut arriver à ces états où le corps, on ne ressent plus rien et l'esprit domine. Alors on peut choisir de faire ça, effectivement. C'est vraiment là où on mettra notre concentration qui ira l'esprit et c'est là que la guérison commencera. Ça, c'est des travaux à faire sur des années. Absolument, mais faut commencer. On peut commencer jeune, donc depuis tout petit. On peut commencer jeune, oui. D'ailleurs, quand on commence jeune, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas de programmes neuronaux à défaire une fois adulte qui vont nous bloquer avec la douleur.
Mais on a souvent du mal à percevoir un peu les notions d'infiniment petit, donc ce qui est un peu invisible à l'œil nu. Est-ce que les gens commencent justement à s'ouvrir, à adhérer un peu à ça? Oui, alors moi, mon approche, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a l'infiniment grand. Donc, ils sont très à l'aise avec l'univers, les galaxies. Et le même principe s'explique en infiniment petit. Donc, une fois qu'ils sont capables de visualiser l'infiniment grand, ils peuvent le voir en infiniment petit après. Alors, est-ce qu'on peut avoir les thématiques vraiment pour la conférence? Il y a un petit déroulé, on veut tout. Alors, il va y avoir différentes conférences qui vont être données. La mienne, c'est comment surmonter la douleur physique grâce à son esprit. Il y aura des ateliers aussi qui sont donnés, donc l'intelligence émotionnelle, un déjeuner végétarien qui sera offert et des exercices de relaxation et de digestion. C'est très complet. Il va y avoir aussi des exercices de yoga. Donc, tout pour le corps. Oui, il y aura tout pour la santé le corps, du corps et de l'esprit. Le bien-être, exactement. Pour les enfants aussi, donc c'est ouvert pour tous? Oui, c'est ouvert pour tous. Les enfants aussi, c'est gratuit. Merci beaucoup, en tout cas, pour les travaux que vous réalisez justement à ce niveau-là pour améliorer la santé des Guadeloupéens. Et afin de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, le rectorat de Guadeloupe libère la parole autour de ce fléau. Bizutage, harcèlement, agression sont le quotidien de certains jeunes qui sont pris pour cible dans leurs établissements. Une pression qui peut conduire à des drames, voire des suicides. Aujourd'hui, les élèves de la Cité d'Excellence Sportive, le CREPS, ont échangé sur ces comportements malveillants. Le reste en images. Alors évidemment, l'Académie a un regard très attentif à tout ce qui concerne les violences sexuelles et sexistes. Les questions de harcèlement et évidemment aussi qui peuvent être liées. Et donc ces séances de formation qui sont organisées ici sont un élément important à la fois de sensibilisation des victimes, parce qu'il est important que la parole se libère et que l'on puisse accompagner les personnes, mais aussi de prévention, parce qu'on peut passer du rôle d'ami à un rôle de harceleur, et parfois peut-être sans mauvaise intention, parce qu'on plaisante, parce qu'il y a un côté un peu grégaire, parce qu'il y a un effet de groupe qui peut jouer. Et il est important que chacun ait bien conscience de la difficulté qu'il génère chez la victime, mais aussi évidemment des risques de sanctions, y compris pénales, qui peuvent s'appliquer. Tout le monde peut en effet être victime en fait, et qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler ou de dénoncer ses agresseurs, et que justement c'est la parole qui libère en fait. Et voilà, j'ai été très touchée parce que ce n'est pas la première fois que je suivais l'intervention, parce que il y a de cela quelques années, j'avais participé avec l'école, et justement ça nous a rappelé que en fait tout le monde peut être touché et que il n'y a personne n'est épargné. J'ai retenu du coup beaucoup de choses sur les agressions sexuelles qui, je pense, sont plus communes qu'on le pense dans le sport. Et du coup, que même les actes qu'on pense qui sont innocents et qui veulent rien dire, ça peut être grave, surtout sur le bizutage. Compte tenu de la situation que nous vivons, c'est-à-dire au sens où, par exemple, les élèves sont de plus en plus amenés à aller sur Internet, et notamment des fois sur les réseaux sociaux, par rapport ne serait-ce qu'au contexte que nous avons vécu. Donc, ils sont finalement peut-être des poids par rapport à tout ce qui concerne justement le fait de pouvoir être attiré par des comportements malveillants. Donc cette opération elle est extrêmement importante pour pouvoir les sensibiliser, à pouvoir faire très attention à justement aux personnes qui vont essayer de les approcher, notamment par rapport aux réseaux sociaux, Internet. Moi, j'ai jamais été bizutée, mais j'en ai déjà entendu parler, que ça soit dans d'autres pôles ou ailleurs, et du coup je pense que c'est pas des actions qu'il faut entreprendre, parce que on sait jamais ce que la personne subit à la maison ou autre part, et que de toute façon c'est pas bien en fait de faire subir quelque chose aux autres s'ils en ont pas envie. Parlons maintenant de Charlie Bordelais, professeur d'histoire au collège Sadi Carnot de Pointe-à-Pitre, qui mêle sa discipline au théâtre. Une pédagogie ludique qui vise à permettre aux enfants d'améliorer l'apprentissage de la période esclavagiste qui ne débute qu'en 4e, ce qui est fort regrettable, c'est à revoir ça vraiment. Ils ont donc penché sur la pièce de théâtre Les Échos de la Liberté qui aborde les répercussions de la Révolution française dans les colonies. Je ne suis sûr qu'on ne leur a pas dit que c'est la Guadeloupe en grande partie qui a financé la Révolution française. Le reportage. Des philosophes. Mais j'ai
petit problème. Je suis passée de l'article 1 à l'article 10. Mais revenons à l'article 1. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit dans les colonies. Cette pièce s'inscrit dans le cadre du programme d'histoire-géographie de 4e, où nous abordons la thématique de la Révolution française et des colonies. Donc, c'est une classe de 4e, donc j'ai voulu faire le lien entre histoire et théâtre. Et donc, c'est ainsi que ce projet a vu le jour. Pour moi, ça représente déjà ma culture, mon bien-être et aussi ça me fait penser à mes ancêtres. Elle, c'est la défenseuse des philosophes des Lumières. Il ne faut surtout pas la contredire, car elle pense détenir toutes les vérités. Alors pour moi, ça représente beaucoup de choses. Ça nous permet de nous décompresser, d'évaluer de nouvelles choses, connaître, tout ça. Donc la pièce s'intitule « Les échos de la liberté ». Donc il s'agit tout simplement avec les élèves de travailler un petit peu sur les répercussions de la Révolution française dans les colonies. Voilà, donc on a travaillé un petit peu sur les différents philosophes des Lumières, les discours de ces philosophes et les échos de ces différents discours dans nos territoires, c'est-à-dire Guadeloupe, Martinique, etc. etc. Alors, tout d'abord, notre professeur a écrit le texte pour nous et ensuite, ça a commencé un jeudi après-midi à 1h et on a commencé à le faire pendant 6 mois et aujourd'hui, nous voici. On a travaillé sur des rôles différents pour voir lesquels qui pouvaient nous correspondre et voilà. Déjà, on va dire que c'est grâce à notre prof principal si on est là aujourd'hui. Et pendant tous les jeudis après-midi, on s'entraînait dur pour pouvoir réaliser cette pièce de théâtre. Ce qui nous a paru important également, c'est de faire le lien entre histoire et théâtre. Et dans le cadre de l'adaptation des programmes, c'était quelque chose d'intéressant à fouiller un petit peu. Et donc, c'était une autre approche de manière à intéresser un petit peu les élèves aux événements historiques qui les concernent. Parce qu'en 4e, effectivement, on aborde la question de l'esclavage uniquement en 4e dans les programmes scolaires. Donc, c'était une manière aussi d'adapter les programmes de 4e et de sensibiliser les élèves sur un pan important de leur histoire également. Guadeloupéenne de football, nos Guada Boys affronteront Cuba lors de la CONCACAF, une rencontre attendue et préparée par l'équipe. On fait le point avec Jocelyn Anglomar. Dans un état d'esprit conquérant, c'est important, c'est surtout qu'on n'a pas eu de victoire ces derniers temps, donc on a besoin de gagner des matchs, on a besoin d'entamer ce type de match avec énormément de conviction. Nous avons cette possibilité avec le groupe qui a été formé, qui a été mis en place. Ce sont des joueurs de qualité. Maintenant, c'est savoir que ça va être un match compliqué, difficile, avec une équipe de Cuba qui a énormément de qualité, qu'on connaît dans la Caraïbe. Maintenant, c'est y aller. C'est ne pas trop se poser de questions par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mais comme je le disais, c'est des victoires. C'est une victoire qu'on doit avoir pour pouvoir entamer la compétition de belle manière. Le capitaine Anthony Baron, ils sont motivés, ils se parlent énormément. Je pense que vous avez pu le voir cet été. C'est une très très belle compétition. C'est la plus grande compétition que tout Guadeloupéen peut disputer. Donc on va tâcher de bien faire. Et ça commence par le premier match Cuba. Et c'est ce qu'on a envie parce que quelquefois les transmissions ne peuvent pas se faire à travers le staff. Donc c'est les joueurs qui doivent se prendre en main sur le terrain et c'est important. Mais il est vrai que le travail qu'on a mis en place, c'est pour leur permettre d'avoir une certaine fluidité dans le jeu, une certaine fluidité dans la manière d'aborder le match et puis d'aller de l'avant. Et les ingrédients, c'est les détails qui font la différence dans ce type de match. C'est le haut niveau, ça on sait, on le sait aussi. Donc c'est être performant et puis ne pas se rater, éviter les erreurs et se préparer pour pouvoir gagner. C'est important, je le dis, je le répète, j'ai envie qu'on gagne ce match, qu'on entame bien cette compétition et gagner en Guadeloupe, ce serait l'idéal.
Et aujourd'hui, la RATP a inauguré la station de métro Aimé-Césaire à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Cet arrêt qui est dans le prolongement de la ligne 12. Donc ils ont décidé de refaire un petit peu le schéma ferroviaire sur l'Île-de-France. Et maintenant, les métros, ils essaient de les faire arriver un peu jusqu'à la banlieue. Et donc, c'est dans le prolongement de la ligne 12. Il porte le nom de ce célèbre poète et homme politique martiniquais. Il y a même une fresque qui a été réalisée sur le devant du bâtiment. Un hommage apprécié, en tout cas, semble-t-il, par les afrodescendants. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information capitale qui va plomber effectivement vos porte-monnaies à compter du mois de juin. C'est la révision du prix des produits pétroliers qui sont repartis à la hausse. Pour le gasoil, vous êtes épargné puisqu'il passait à 1,96 €, mais avec les 15 centimes de ristourne du gouvernement, n'est-ce pas, que vous financez aussi, il est ramené à 1,81 €. Et le samplon, par contre, vous allez douiller pour le samplon, ça, effectivement, il était passé à 2,09 €. Et donc, avec cette fameuse réduction de 15 centimes, il est à 1,94 €. C'est énorme, on a passé la barre donc des 2 € pour le prix de l'essence. Si ça ne s'améliore pas, il faudra voir comment on gère. Passez une bonne soirée en tout cas à l'écoute des programmes de Canal 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus avec nos jeunes observateurs. On fera un petit tour d'actu. On va sélectionner 2-3 petits sujets sympas qu'on va aborder avec vous. Vous pourrez participer. On va ouvrir l'antenne. Maintenant, on ouvre l'antenne le mardi. Et avant ça, je dis bonsoir à la team JT sur Facebook. Bonsoir à Moïse Caramel, à Joyce Gabo, bonsoir à Pascal Domino, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Marius Labissi, à Camille Julan, à Joël Bazit, à Viviane Coton. Bonsoir à Mexicain bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, à Patricia de Normandie, à Lydia Montout. Bonsoir à qui d'autre, à Nadir Jamela, bonsoir. Ouais, Jimmy, Yokalagi, en paquet de millions. Bonsoir à Nikes Bosque. Bonsoir à qui d'autre. Il y a des débats. Bonsoir à Hindou Fourniture. Bonsoir à qui d'autre. À Kitoun Cyprien, à Miela Berne. Bonsoir au général Franck Abar, toujours présent, toujours connecté. Bonsoir également à qui ? À Krabla Deyo, et ce sera tout pour ce soir. Bonsoir aussi à Marie-Lou, je t'ai vu. On se retrouve après la pub.